A todas y todos, desde la asociación Malditas las Guerras, hemos tenido la suerte y la oportunidad de tener con nosotros a la compañera libanesa Leila Ghanem, que es activista, es periodista, es analista política y es una prestigiosa antropóloga que ha organizado multitud de eventos, ha participado en la conferencia de Beirut antiimperialista, ha participado en el 2009, en el 2006 participó también en un acto de coordinación donde se juzgaba al Estado de Israel por genocidio, por crímenes contra la humanidad. Ha escrito multitud de artículos como periodista, es redactora jefe de una revista que se llama Baidal y que es una revista ecologista, pero que habla, aparte del tema del ecologismo, muy relacionado con la agricultura y en la zona todo el daño que ha causado el sionismo en la zona donde ella está y vive. Como os digo, tenemos la suerte de tenerla aquí para que nos cuente en directo. Viene desde Beirut, sigue bombardeando Beirut y bueno, pues lo que era el genocidio que se cometió en Gaza lo quiere Israel trasladar ahora a Beirut y la compañera pues nos va a explicar cuál es la situación en estos momentos in situ. A su vez, la compañera hablará en francés y la compañera Concha Muñana de So de Pau nos ha hecho el favor, va a traducir al castellano y asimismo el compañero Chema Sánchez de antiimperialistas nos va a grabar el acto y lo va a retransmitir por streaming en directo. En fin, el acto lo haremos aproximadamente, vendrá a durar 1 hora y luego habrá un turno para palabras que la gente quiera hacer preguntas sobre lo que tengan dudas. Por nuestra parte, en fin, lo dicho, muchas gracias a todas y todos. Y bueno, para nosotros el que haya una asistencia tan nutrida, para Malditas las Guerras, la verdad es una satisfacción y nos gusta mucho. En fin, Leila, muchas gracias. Bonsoir. C'est émouvant de vous voir si nombreux. Ça montre que vous êtes vraiment intéressés à notre pays, au Liban, à la Palestine. Et je vous remercie. Buenas tardes. Es emocionante ver que hay una asistencia tan numerosa y que eso demuestra el interés que hay por su región y por Palestina. J'aimerais commencer par témoigner, comme je viens du Liban il y a juste une semaine. Je suis une rescapée de bombardement. Lorsque je suis arrivée à Paris, ma fille m'a dit « Merci maman d'être arrivée en un seul morceau ». Vale. Ella insiste en que acaba de escapar del Líbano, ha salido cuando ya los bombardeos estaban en marcha, hasta el punto de que, bueno, hace solo una semana, hasta el punto de que su hija, cuando la vio llegar en París, pues la cogió como su hermana. ¿Te puedes acercar un poquito más al micro? Sí. Su hija en París la cogió como con alegría, como una, o sea, se había salvado de los bombardeos. Moi, j'ai vécu 6 guerres israéliennes en 30 ans. Celle-là, c'est la guerre la plus destructive, la plus horrible que ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant.
Él ha vivido 6 guerras en 30 años, pero reconoce que es la guerra más dura, más violenta que ha vivido en todos estos años. C'est l'intensité des frappes qui est du jamais vu, avec des nouvelles armes sophistiquées, offertes bien sûr par les États-Unis d'Amérique. Il y a la volonté de tout anéantir, la politique de la terre brûlée. Habla de la intensidad con la que se está golpeando a la región y que demuestra sin duda una voluntad clara de aniquilación y destrucción, con armas que no se habían conocido hasta ahora. Donc on bombarde, on tue, on détruit et après on achève les blessés. No solo se bombardea y se destruye, sino que una vez hecho se elimina a los que pueden haber quedado heridos o a los... Les soignants, les aides-soignants qui viennent secourir, on les achève parce qu'on ne veut pas soigner, on ne veut pas sauver des vies. Et après, les gens, on les emmène dans les hôpitaux, on détruit les hôpitaux, on tue, on tire sur les médecins. Se elimina al personal de enfermería o de primeros auxilios que acude a socorrer a los heridos y una vez se ha trasladado a esos heridos al hospital, se elimina también, se aniquila el personal médico que está intentando salvar a esos heridos. À côté de chez moi, il y a un immeuble, pas très loin, à une trentaine de mètres, un immeuble, il a été détruit seulement parce qu'il logeait des aides-soignants qui a des blessés. 12 aides-soignants, ils sont morts. Les aides-soignants, c'est comme les anges du ciel, et on les achève quand même. En un edificio justo al lado de su casa, justamente han eliminado, han asesinado a 12 enfermeros o personal médico que allí consideraban como ángeles por la labor que hacían. Dans le temps, ceux qui connaissent, qui ont des souvenirs de la guerre de Vietnam, le général Giap disait que la guerre de Vietnam, c'est la guerre la plus violente de l'histoire. À mon avis, Giap n'a pas vu ce qui se passe à Gaza et ce qui se passe aujourd'hui au Liban. La gente que ha conocido la guerra de Vietnam, el propio general Giap decía que fue la guerra más destructiva en la historia de la humanidad, pero seguramente no conocían lo que está siendo la guerra del Líbano y en Palestina. Les armes américaines nouvelles, les Américains, ils n'ont pas révélé qu'ils ont donné à Israël les F-35. Biden, il continue à mentir, en disant on préfère la voie diplomatique, on ne va pas livrer à Israël le F-35. Or, tout le commandement général de la résistance militaire a été tué par F-35. Le F-35, il lance des bombes qui pèsent entre 1 tonne et 2 tonnes. Las armas que está utilizando Estados Unidos, que había declarado que no iba a enviar a Israel, como los aviones F-35, que son capaces de cargar con bombas de 12 toneladas, 1 tonne et 2 tonnes. Una tonelada, 2 toneladas han sido enviadas efectivamente por Estados Unidos. Todos los altos mandos en Palestina han sido enviados con este tipo de bombas. Le chef, le leader de la résistance, Hassan Nasrallah, il se trouvait à 30 mètres de profondeur. On l'a bombardé avec 85 bombes. Chacune, elle pèse 1 tonne. Et lorsqu'on l'a trouvé, il était intact parce que ce qui l'a tué, c'était les gaz, toutes les fusées, les bombes lancées de F-35 ils contiennent du gaz mortel. C'est pareil pour le commandement général de la résistance. El líder palestino, Nasrallah, libanés, perdón,
de la resistencia libanesa. Nasrallah estaba oculto a 35 metros de profundidad. Recibió una descarga de 85 bombas a esa profundidad que acabaron con él, pero no murió por la explosión de las bombas, murió por el gas que habían acompañado, que contienen esas bombas, y que es un gas mortal. Ocurrió lo mismo con otros altos mandos. Vous savez, dans le Moyen-Âge, on dit qu'il y a eu des guerres des Tatars, des guerres de barbares, etc. Mais même à l'époque, je ne parle pas les droits humains, ni les crimes de guerre, ni les crimes contre l'humanité. Même les lois de la guerre ne sont pas respectées. C'est-à-dire, à l'époque du Moyen-Âge, on laissait quand même l'ennemi ensevelir ses morts. Ici, non, on achève les blessés. Se habla a veces de la violencia, de la guerra, de los tiempos, de los tártaros, de los bárbaros, sin embargo, en esa época sí se respetaban por lo menos un mínimo las leyes de la guerra, cosa que ahora no se está respetando. En aquella época se dejaba un tiempo para enterrar a los muertos y no está ocurriendo eso ahora. Donc, cette barbarie avait pour but de nous faire peur, pour qu'on ressent la défaite, pour qu'on soit démoralisé complètement. Et c'est ce qui est un peu arrivé. El objetivo de este tipo de ataques, de esta guerra, es causar miedo y desmoralizar, intentar que la gente abandone la lucha, abandone la resistencia. Et on ne se contentait pas de massacrer la résistance libanaise. Dans mon quartier, aussi à quelques mètres, on a tué 3 dirigeants du FPLP, c'est l'organisation du Front Populaire de Libération de la Palestine, qui est une organisation marxiste. No se han limitado solo a masacrar la resistencia albanesa en su zona, cerca de su barrio mismo. Han masacrado también a 3 personas del FPLP, el Frente Popular de Liberación de Palestina, que estaban también ahí. Je crois que l'Espagne, elle a vécu pendant la guerre civile une situation similaire où on achevait les militants. España vivió una situación parecida durante la guerra civil en la que se terminaba también, se eliminaba hasta el último de los resistentes. Je crois qu'il y a 200 à 250 000 qu'on a achevés après la fin de la guerre civile. Hubo entre 200.000 y 250.000 militantes que fueron eliminados después terminada ya la guerra. Et nous, on se rappelle bien en 82, lorsque Américains et Occidentaux, ils ont obligé Arafat et les troupes palestiniennes, les combattants palestiniens, à sortir de Beyrouth dans les bateaux vers Tunis avec leurs armes. On se rappelle très bien qu'une semaine après ce départ, il y a eu le massacre de Sabra et Shatila. Se recuerda perfectamente todavía cómo en el 82 tanto los americanos como los occidentales obligaron a Arafat y a otros dirigentes, a las tropas, a subir en un barco y marcharse, y una semana después de haber terminado también la contienda oficialmente. Donc là, on a le sentiment d'être seul, que le rapport de force il est complètement brisé, parce que nous ne faisons pas face là à Israël, mais on fait face au système des prédateurs occidentaux, de tout le système occidental, à la tête duquel se trouvent les États-Unis d'Amérique. Tienen la sensación clara de, primero, un sentimiento de soledad, de estar solos, muy fuerte, y por el otro lado, una especie de ruptura del equilibrio de fuerzas. Están enfrentándose no a un país enemigo, sino a toda una construcción occidental de predadores que quieren acabar con esa resistencia. Le politicien et médecin palestinien Mustafa Barghouti, il dit
ce que vit Gaza en ce moment est pire que la guerre d'occupation de 1948. El político y médico palestino Barghouti dice que lo que se está viviendo en este momento supera por mucho a la guerra de 1940. Quelle différence il y a entre 48 et maintenant? En 48, les Palestiniens étaient 1 million. Le peuple palestinien ne comptait pas de plus qu'1 million. Après une série de génocides, dans laquelle il y a 100 000 Palestiniens qui sont morts, il y a 750 000 qui ont fui et 250 000 qu'on a confinés dans des camps, dans des taudis, en sous-zone. Después de los genocidios, había 1 millón de palestinos, 100.000 de ellos fueron muertos, 150.000 aproximadamente huyeron a donde pudieron, 750.000 y finalmente... Et 250 000 qui ont été confinés dans des camps. Y 250.000 que fueron confinados en campos. Les gens de Gaza, pour que vous compreniez la spécificité de Gaza, Gaza c'était des rescapés de 1948, ça veut dire que c'est des Palestiniens qui ont survécu au massacre, au génocide, qu'on a rassemblés dans des camps, dans des campus, et après on les a expédiés tous à Gaza. Donc il n'y a pas des Gazaouis proprement dit, ce sont des rescapés de plusieurs villages palestiniens. C'est pour ça qu'ils sont plus intransigeants que les autres. Los habitantes de Gaza de hoy en día no son realmente gente de Gaza original, sino que son los sobrevivientes palestinos de aquellas épocas que fueron primero encerrados en campos y que posteriormente de ahí se trasladaron y se expandieron por Gaza. De ahí ese espíritu de resistencia especialmente fuerte que tienen. Au nord de Gaza, hier, il y a eu un grand massacre. Le nord de Gaza, il est complètement détruit. Et malgré ça, les gens ne sont pas partis. Ils ont mis des tentes au-dessus des décombres de leur maison et ils sont restés là. Mais ils sont depuis 1 mois assoiffés et affamés. Et malgré ça, Israël n'a pas hésité hier de les frapper. Donc il y a eu 56 morts et 200 blessés hier seulement, hier. La zona norte de Gaza ha sido arrasada y sin embargo ha habido mucha gente que no ha podido marcharse, los más humildes, los más desesperados. Están resistiendo ahí entre los escombros en tiendas de campaña como han pedido y sin embargo Israel no ha dudado en volverlos a atacar a esta gente que estaba desesperada de sed, de hambre, y ha habido 56 muertos y un número importante de heridos también. Le rapport qui est sorti avant-hier de l'Organisation mondiale de santé, il affirme que 70% des morts à Gaza sont des enfants et des femmes. Ça, peut-être vous connaissez le chiffre. La Organización Mundial de la Salud da unas cifras en su último informe que dicen que el 70% de las víctimas en Palestina son mujeres y niños. Donc la différence entre 1948 et aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il y a la volonté de tuer tout le monde, de se débarrasser des Palestiniens. C'est une guerre d'anéantissement total. La diferencia pues entre la guerra del 48 y la de ahora es que ahora hay una voluntad de destrucción total, de aniquilación total de la población. Vous savez, les Israéliens ne cachent pas, parce que lors du sommet G7, le dernier, Netanyahou, il a dit qu'il y a la volonté de se débarrasser au moins de la moitié de la population de Gaza. Ça veut dire presque 1 million d'habitants. Netanyahu ha declarado sin ocultarlo que tiene la intención de eliminar a la mitad de la población de Gaza. G7, c'est la réunion des 7 grands pays du monde. En la cumbre mundial de los 7 países
c'est le central de l'impérialisme mondial de G7. El núcleo del imperialismo mundial. Et les Israéliens de gauche comme Elan Papey, comme Tania Reinhardt, comme Shlomo Sand ou Amir Ahas, ils ont écrit pour dire que Israël, ce qu'elle veut, d'achever la guerre de 48. Ça veut dire chasser tout le reste des Palestiniens, quitte à les tuer. Intelectuales de izquierdas como Ilan Pappé, Tania Reinhardt, Shlomo Sand, Amir Ahas declaran sin duda que Israel lo que quiere es acabar la guerra que dejó a medias y acabar de aniquilar a esa población que no pudieron en aquel momento. Et là, l'Occident, lorsque je dis qu'Israël ne sont pas seuls face à Israël, sinon on aurait pu la vaincre. On a l'habitude, en 2000 et 2006, on a pu la vaincre. Mais depuis le 8 décembre, il y a un pont aérien américain établi avec Israël. Hoy en día no tienen la impresión de estar enfrentándose simplemente a Israel, a un país, sino que tienen la impresión de estar enfrentándose a Occidente en pleno. No es como en 2000 o 2006, era una guerra. Hoy en día es enfrentarse a un puente que se ha establecido entre Estados Unidos e Israel y es a eso lo que están enfrentando. Depuis le 8 décembre, les États-Unis, ils ont donné à Israël 45 milliards de dollars. Plus, la semaine dernière, Biden, lors d'une réunion avec Macron et Netanyahou, et en liaison avec, ils étaient en train de chercher une voie diplomatique. Et au milieu de tout ça, Netanyahou, il annonce qu'il donne à Israël 9 milliards d'avantages, en plus de 45 milliards. A partir del 8 de diciembre, Estados Unidos ha dado 45.000 millones de dólares a Israel. Incluso en una reunión con fines diplomáticos en la que se intentaba buscar una solución entre Macron, Netanyahu y Estados Unidos, Biden, después de terminar la reunión en que se buscaba una solución pacífica, Biden declaró que iba a enviar 9.000 millones más a Israel. Ce qui veut dire quoi? Si on considère qu'il y a eu 50 000 morts palestiniens et il y a eu 180 000 blessés, dont la majorité sont des handicapés à vie, on peut reconnaître que les contribuables américains, ils ont payé $1 million, $1 million pour chaque mort palestinien. Si se hace el recuento de los muertos palestinos, que pueden ser unos 50.000 más los 180.000 heridos, que van a ser minusválidos de por vida, pues podemos hacer el cálculo que cada contribuyente norteamericano ha puesto 1.000 millones por cada muerto palestino. Donc c'est flagrant, non? Et quelle est la raison? Pourquoi on veut en finir avec Gaza? Bon, on a évoqué beaucoup de raisons économiques. On a parlé du canal Ben Gurion, on a parlé des gisements de gaz à Gaza, mais pour moi, il y a une autre raison plus importante que ça. ¿Qué razones habría después de estos ataques, de esta voluntad de destrucción? Se habla mucho de las razones económicas, por un lado el interés del canal Ben Gurion y por otro lado mucho también de los yacimientos de gas ricos que puede haber en la zona, pero en su opinión hay algo más, no es ese el motivo esencial. Parce que Netanyahou, il a déjà, comme vous le savez, il a proposé au monde occidental une nouvelle carte du Proche-Orient. Netanyahu plantea ya al mundo occidental un nuevo mapa de la región. Donc pour contrer la route de soie chinoise, Netanyahou proposait de construire le canal
canal Ben Gurion, qui est parallèle à celui du canal de Suez, mais il est double parce qu'il assure un va-et-vient qui va partir de l'Inde vers l'Arabie Saoudite, vers Gaza, et à partir de là vers la Méditerranée et l'Europe. Intentando acoplarse un poco a la voluntad china, se intenta establecer ese canal Ben Gurion, que sería más interesante que el canal de Suez, porque permite una doble navegación en los dos sentidos y que saldría de la India, llegaría hasta Arabia Saudita, atravesaría Gaza hasta el Mediterráneo. C'est pour ça qu'Israël, elle a pendant toutes ces dernières années normalisé ses liens avec les pays, les pétrodollars, on les appelle. Es por eso por lo que Israel ha normalizado sus relaciones con los países que son los petrodólares. Et ces pays, ils sont complices dans cette guerre. Non seulement ils se tuent sur les massacres des Gazaouis et les pays du Golfe, mais aussi ils fournissent à Israël aide, y compris les aides alimentaires. Ils ont aussi assuré un pont aérien d'aide à Israël. Estos países son pues claramente cómplices, no solo por las masacres que han realizado en otras ocasiones en el Golfo, sino porque están dando ayudas económicas, ayudas alimenticias a Israël en este momento. Nous, Palestiniens et Libanais, on sait depuis longtemps que ce sont nos ennemis de classe, c'est des larbins de l'impérialisme. Et dans l'histoire de la région, toute velléité de progrès, par exemple, si vous vous rappelez du temps de Nasser qui a nationalisé le canal de Suez, qui s'est trouvé face à lui? Ce sont ces pays des pétrodollars. Bueno, desde hace mucho tiempo los palestinos y los libaneses consideran al imperialismo, consideran a estas personas que tienen enfrente enemigos de clase. Todos los intentos, todas las medidas de progreso que se han hecho, como por ejemplo el intento de Nasser de nacionalizar el canal de Suez, han fracasado por esa voluntad imperialista. Et puis les gisements de Gaza, ils sont très riches en gaz, donc Israël leur promet que ça va remplacer le gaz russe. Los yacimientos de gas palestinos de Gaza son tan ricos, son tan productivos, que Israel pretende que podrían sustituir al gas ruso. Donc les enjeux stratégiques, ils sont présents bel et bien dans la guerre de Gaza. Mais il y a autre chose, politique, très, très, très important. Entonces, por supuesto que hay apuestas estratégicas y hay un juego económico, pero hay otras razones que son más importantes, como se ha dicho. C'est d'achever la lutte armée contre l'impérialisme. C'est ça le but essentiel de la guerre de Gaza et de la guerre contre la résistance libanaise. El objetivo final de la guerra contra la resistencia libanesa y palestina es verdaderamente acabar con la lucha armada, acabar con todo tipo de resistencia armada, no solo allí. Vous savez, la résistance libanaise, elle a gagné la guerre en 2000. Et après, Israël a tenté d'entrer au Liban en 2006. Et la résistance libanaise l'a évincé dehors. Et depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce mois-ci, Israël n'a pas osé d'entrer au Liban. C'est grâce aux armements américains qu'elle fait cette guerre. La resistencia libanesa consiguió ganar a los israelíes en 2000, hubo otro intento por parte de los israelíes en 2006, pero también los consiguieron expulsar y ha tenido que esperar Israel a este momento que con el apoyo de Estados Unidos ha vuelto a atacar al Líbano. Qu'est-ce que ça veut dire ça, de gagner une guerre? C'était la première fois depuis Vietnam qu'une guerre des libertadores, une guerre des guérillas qui gagne la guerre contre une armée régulière. C'était la première fois après Vietnam. Et ça, l'impérialisme ne peut pas le permettre. Es la primera vez desde la guerra de Vietnam que una guerra de guerrillas, una guerra de libertadores
consigue superar a un ejército armado oficial. Entonces esto es algo que quieren evitar a toda costa, o sea, que se quiere evitar es justamente un movimiento de liberación de este tipo. Et là, je veux faire une parenthèse sur la résistance libanaise, qui est représentée par Hezbollah, parce que Israël et certains aussi gauche européenne, les La resistencia libanesa, es verdad que se acusa a Hezbollah desde los medios occidentales de ser religioso, de ser una organización religiosa. Le Hezbollah, c'est une organisation qui est née pendant l'occupation israélienne du Liban, qui a duré depuis 82 jusqu'à 2000. Hezbollah nació durante la ocupación del Líbano, que se extendió desde el 82 hasta el año 2000. Et la résistance palestinienne au Liban, le Fatah, le FPLP, qui sont le Fatah, c'est le mouvement de libération nationale construit par Yasser Arafat, et le FPLP par Georges Habash, le marxiste palestinien, eux, ils ont aidé au début le Hezbollah à l'entraînement, parce que Hezbollah, il a aidé les Palestiniens contre des groupes du mouvement Amal au Liban. Et donc, il y a eu les deux mouvements se sont fondés ensemble, se sont forgés ensemble. Ça, les gens ne savent pas. La gente ignora muchas veces que la resistencia palestina, Fatah o la FLP ayudaron a Hezbollah a desarrollarse, ayudándolo a entrenarse militarmente. Hubo una colaboración muy fuerte entre ambos movimientos de resistencia que fue muy importante. Los dos movimientos han crecido juntos. Et si vous lisez la littérature de ce parti de la résistance libanaise, vous trouvez qu'ils mettent en avant la question de libération nationale avant toute appartenance religieuse. Ils sont religieux parce qu'en général, les gens de Proche-Orient, ils sont croyants, mais ils n'ont pas un but de créer un État islamique, loin de là. Si se sigue un poco la literatura libanesa en este sentido, se destaca siempre un elemento central, es la liberación nacional. El hecho de que sean religiosos es un poco, diríamos, casual, porque la gente en Oriente Medio suele ser religiosa, pero su objetivo no es crear una fuerza islamista, su objetivo es la resistencia nacional, la identidad nacional. Donc, bien sûr, ils détiennent des armes, en plus de l'armement de l'État. C'est ce qu'on leur reproche, parce que d'habitude, l'État, c'est lui qui accapare la force des armes. Les résistants, ils n'ont pas le droit d'avoir des armes. Mais Hezbollah, il a une raison. Le fait que l'armée libanaise est faible, l'Occident ne peut pas lui fournir du matériel suffisant pour se renforcer. Et deuxièmement, Israël a fait 6 guerres destructives sur le Liban. Donc, il n'y a pas raison pour déposer des armes. Es verdad también que se les reprocha que tienen armas, pero es una necesidad porque el ejército libanés no tiene armamento suficiente. Occidente no se lo procura y han padecido 6 guerras, han vivido 6 guerras, por tanto no tienen las armas suficientes como para enfrentarse a la situación. Et puis, Hezbollah n'a jamais fait des opérations terroristes en dehors de la lutte anticoloniale. Il n'a jamais fait une opération terroriste. Hezbollah no ha hecho nunca, fuera de lo que es la lucha anticolonial, no ha hecho nunca una acción terrorista, digamos, fuera de sus fronteras. Donc il y a un très grand bloc parlementaire, parce que les gens, ils participent aux élections, ils ont des ministres, ils font partie de la vie politique libanaise, et ils ont des alliances avec 2 grands groupes politiques chrétiens.
Ellos forman parte del bloque parlamentario, están en la vida política habitual, tienen representantes en el Parlamento y están en colaboración con dos grandes grupos políticos cristianos. Et lorsqu'il y a eu des propositions de la gauche d'enlever sur la carte de nationalité libanaise l'appartenance religieuse, le premier parti qui a dit qu'il est d'accord pour enlever l'appartenance religieuse, la confesión, c'était Hezbollah. Cuando ha habido alguna propuesta de eliminar de sus tarjetas de identidad la confesión religiosa, sus creencias religiosas, ha sido justamente Hezbollah los primeros en estar de acuerdo con esa eliminación, esa confesión en su identidad. Et puis c'est le seul parti politique, parce que le Liban souffre beaucoup de corruption, le seul parti qui n'a pas plongé sa main dans l'argent sale de l'État, c'était la résistance libanaise. Es justamente la resistencia libanesa y Hezbollah el único partido que no ha metido las manos en la corrupción, en el dinero sucio que se mueve en el país. En 2006, lorsqu'ils étaient encerclés par l'armée israélienne, lorsque des combattants de la résistance, ils ont besoin de denrées pour manger, ils mettaient l'argent dans les boutiques, ils ouvraient les boutiques, ils mettaient l'argent dans les boutiques et prenaient la marchandise. Ça, il y a beaucoup de gens qui ont fait des livres pour raconter des histoires de ce genre. En 2006, cuando estaban rodeados por el ejército israelí, cuando tenían necesidad de algún artículo de supervivencia, acudían a las tiendas, cogían esos artículos que necesitaban, pero dejaban a cambio el dinero. Et je veux faire aussi une parenthèse sur Hamas. Quiero hacer también otro paréntesis similar sobre Hamas. Est-ce que, je me demande aujourd'hui, je vous demande franchement, est-ce que Hamas, la bataille qu'elle mène aujourd'hui en Palestine, est-ce qu'elle a pour but d'établir un État islamique en Palestine ou c'est une guerre de libération nationale? Nos lanza la pregunta de si pensamos realmente que el objetivo de Hamas en Palestina es crear un Estado islamista o si su voluntad es únicamente de enfrentarse y reforzar la identidad palestina, es un movimiento de liberación nacional. Vous savez, le 7 octobre, maintenant, tout le monde dit que le 7 octobre n'a pas commencé le 7 octobre, il a commencé en 1948, ça veut dire c'est le résultat de 75 ans d'oppression, d'occupation, de blocus, d'humiliation. Donc, c'était un point d'aboutissement et non pas une violence comme ça, sortie du ciel. Se dice que el conflicto puede haber empezado el 7 de octubre, pero se sabe muy bien que el conflicto no empieza el 7 de octubre. El conflicto empezó en el 48 y han sido 75 años de opresión, de humillación, de aniquilación, es decir, que está plenamente justificado. Vous savez, on a exagéré beaucoup, on a dit qu'il y a eu des femmes violées, des enfants qui ont été égorgés, mis au four, etc. Et puis tout ça s'est révélé du pur mensonge. Tout le monde s'est mis d'accord dans la presse, y compris la presse israélienne, à dire que c'était du pur mensonge. Il y a eu des morts, c'est vrai, mais les morts, les deux responsables, ça veut dire Hamas est responsable, mais aussi l'armée israélienne et dès que les forces, dès que les combattants de Hamas se sont mêlés aux Israéliens, l'armée israélienne, elle a bombardé tout le monde. Donc il y a une partie des morts qui ont été tués par l'armée israélienne même. Et ça, c'est la presse israélienne qui a parlé de ça et tous les gens de la gauche israélienne que je viens de citer. Se exageran mucho los hechos de lo ocurrido el 7 de octubre. La prensa presenta testimonios muchas veces exagerados de lo que ocurrió, son relatos de mujeres violadas, niños degollados. Y bueno, son testimonios que no corresponden a la realidad. Hubo muertos, evidentemente, pero se sabe
sabe, y la propia prensa israelí reconoce que el ejército israelí atacó a mansalva en el momento en que se habían mezclado ya las fuerzas israelíes junto con los llamados terroristas palestinos, y muchas de las víctimas fueron producto del fuego israelí. Vous savez, Hamas, elle n'a jamais fait une opération à l'extérieur des frontières de Gaza. Donc, elle a été élue en 2017 par des élections officielles sauvegardées par des observateurs européens. Como decía antes, tampoco jamás ha hecho nunca tenido una actividad terrorista o violenta fuera de las fronteras de Palestina. Fueron elegidos en 2017 en unas elecciones abiertas y vigiladas por observadores extranjeros. Le Palestinien, le chef du bureau politique de Hamas, Ismail Haniyeh, qui a été assassiné à Téhéran en Iran, lui, il était le premier ministre du premier État palestinien qu'on a vu après Oslo. El jefe del movimiento palestino, Ismail Haniyeh, ha sido el primer ministro que ha habido después de Oslo, el primer ministro reconocido oficialmente, elegido. Es decir, que... Donc, ce qui a fait, après 2007, pardonnez-moi, donc Gaza, elle a été mise sous blocus pour punir les Gazaouis d'avoir choisi Hamas. Desde 2007, Gaza ha sido bloqueada, ha sido sometida a un bloqueo para castigar a Hamas. Et est-ce que les gens, ils ont élu Hamas parce que c'est un parti religieux? Non. Les gens, ils ont élu Hamas parce que Hamas, elle a refusé Oslo. Oslo, il voulait que Hamas dépose des armes. Or, Hamas, elle a dit que Oslo n'a pas promis un État palestinien indépendant. Elle a reconnu l'OLP, mais elle n'a pas promis un État palestinien indépendant. Hamas no aceptó Hamas fue elegido realmente por la población, fundamentalmente porque había rechazado los acuerdos de Oslo. En los acuerdos de Oslo se pedía a Palestina que le pusieran las armas, los palestinos que le pusieran las armas, pero no se ofrecía a cambio el reconocimiento de su identidad nacional. Entonces, es por eso que Hamas no quiso aceptar esos acuerdos. Ils avaient raison, Hamas, de ne pas déposer des armes et de ne pas reconnaître Oslo. Pour vous donner un seul exemple, avant Oslo, il y avait 150 colonies israéliennes en Cisjordanie. Après Oslo, nous sommes arrivés à 750 colonies. Ella considera que hicieron bien en no aceptar esos acuerdos de Oslo, porque un solo ejemplo, antes de los acuerdos había unas 150 colonias en Palestina, colonias israelíes en Palestina, y han dividido las colonias israelíes. Grignoter petit à petit la Palestine. Avant Oslo, on était à 20% du territoire de la Palestine initiale. Après Oslo, on en est à 6% de la Palestine initiale. Los acuerdos de Oslo han servido para que Israel vaya poco a poco arañando territorio palestino, comiéndose el territorio palestino, desde sus dimensiones originales hasta lo que hoy en día es un 6% de lo que llegó a ser Palestina, o de lo que era en un principio. Et malgré tout, aujourd'hui, Netanyahou, il dit que ça ne lui convient pas à l'autorité palestinienne. L'État palestinien, il ne veut plus de ça. Donc, lui et le ministre des Affaires étrangères, Blinken, des États-Unis, ils sont maintenant en train de réfléchir à une autre solution, c'est d'avoir un État avec seulement un drapeau, un étendard. C'est-à-dire qu'ils ne veulent aucune forme étatique. Netanyahu no admite de ninguna manera la posible existencia de un Estado palestino.
el ministro de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos habla de un futuro país con una sola bandera, un solo estandarte, es decir, que no tiene ningún sentido. Donc on a fait un peu le tour. Maintenant, ce que je veux vous dire, pourquoi notre combat au Liban, il fait partie du combat de l'humanité tout entière. Et pourquoi il doit vous concerner directement. Quiere hacernos ver que el combate en el Líbano forma parte de un combate que realmente es un combate que concierne a la humanidad entera. Netanyahu, il a annoncé devant le Congrès américain, il a été applaudi 50 fois. Il a dit que lui, sa guerre, c'est une guerre pour le monde civilisé contre les barbares qui sont nous. Netanyahu ante el Congreso americano, donde fue aplaudido hasta 50 veces por decir que su lucha es una lucha contra el mundo de los bárbaros, del mundo de la razón y la civilización. Pour vous montrer comment nous sommes, nous, des barbares, on continue, nous, jusqu'à maintenant, Hezbollah, il résiste au sud et il continue à envoyer des fusées, mais il ne cible que de cibles militaires, malgré qu'on a tué tout son commandement militaire et son chef d'état-major, son leader politique, il continue à ne cibler que les bases militaires. Il n'a pas ciblé la population. Y un poco como prueba de esa no barbarie de los libaneses, dice que Hezbollah está resistiendo en el sur, pero lanzando misiles estrictamente sobre objetivos militares. En ningún momento está amenazando a la población civil. Pese a que, sin embargo, los israelíes han eliminado a todos sus líderes políticos y a sus altos mandos militares. Donc voilà, la question morale, elle est importante, elle existe. D'ailleurs, dans le jargon marxisme, il y a un livre important qui s'appelle « Notre morale et la leur ». Nous, marxistes, anti-impérialistes, ça nous intéresse beaucoup la morale. Nous ne sommes pas des barbares. Les combattants. Bueno, ella considera que la moral es muy importante. Habla de un libro que se llama Nuestra moral y la suya y habla de esos valores morales imperialistas contra los valores que ellos defienden. Les combattants de Hamas et les combattants de Hezbollah, ils sont en train de faire une bataille de survie, une bataille, nous on l'appelle à distance zéro. Ça veut dire le combattant, il saute sur le char, en opération des fois suicidaire, et se combat jusqu'au bout, parce qu'il sait que c'est une guerre de vie ou de mort. Los combatientes de Hamas y de Hezbollah practican lo que se llama una batalla, bueno, realmente están haciendo una batalla de supervivencia, lo que llaman la batalla de distancia cero, es decir, que van con los tanques y van dispuestos a morir en un cuerpo a cuerpo, digamos. Moi, je dirais que la différence, c'est distance zéro pour les combattants anti-impérialistes et pour les Israéliens très civilisés, c'est tuer à distance. Ça veut dire, eux, ils n'entrent pas dans la guerre, ils n'entrent pas dans la bataille. Regardez, ça fait 2 semaines qu'au sud Liban, ils essayent d'entrer 1 seul centimètre, ils n'arrivent pas. Eux, ce qu'ils peuvent faire, c'est d'appuyer sur les boutons, comme ils ont fait avec le Pager, pour tuer 4000 personnes en même moment. La diferencia es obvia entre la manera de combatir de los israelíes, que es completamente opuesta a la de los libaneses. Si unos practican esa distancia cero en la batalla, los otros al contrario, es una lucha cobarde, es una lucha a distancia siempre y que se limita a apretar un botón para que mueran a distancia 4000 personas, pero nunca se enfrentan al enemigo en un tú a tú inmediato. À mon avis, les gens qui se battent au Liban et en Palestine
pour se défendre contre l'anéantissement, contre les génocides, contre la mort. Ils combattent pour l'humanité tout entière. Y en su opinión, la gente que está combatiendo en el Líbano y Palestina están haciendo una batalla contra la muerte, contra el genocidio, contra la aniquilación. Es una defensa de su propia vida. Vous savez, il y a un philosophe portugais qui s'appelle Miguel Urbano, un grand communiste, qui a dit que là où l'impérialisme concentre le maximum de ses troupes militaires, économiques, multinationales, médiatiques, ceux qui le combattent les armes à la main, ils le combattent au nom de l'humanité tout entière. Hay un filósofo y escritor portugués, Miguel Urbano, que habla de esto justamente, de donde se concentran las tropas, el poder mediático, el poder militar, el poder económico. Dice, es justo lo opuesto de esta gente que está luchando por la humanidad, las tropas antiimperialistas, la guerra antiimperialista. Vous savez, lorsque ceux qui ont conquis l'Amérique, comme le fameux Christophe Colomb, le grand, lorsqu'ils ont conquis l'Amérique, il y avait Gutenberg venait d'inventer l'imprimerie. Donc ils ont distribué, ils se sont partagés l'Amérique sur les cartes qu'ils venaient d'imprimer. Mais là, ils sont en train d'anéantir un peuple devant vos yeux. Devant vos yeux. Vous savez qu'est-ce que c'est permettre d'anéantir un peuple devant ses yeux? Habla de cuando Colón conquistó América, la conquista de América fue justo después del invento de la imprenta. Entonces, de alguna manera, el mundo se repartió, el territorio nuevo se repartió sobre los mapas. Pero lo que está ocurriendo ahora no está haciéndose sobre un mapa, está haciéndose a ojos vistas de toda la humanidad. Es un ataque a la humanidad entera. Vous savez, camarades, on a le même ennemi. Ceux qui sont en train d'achever des peuples au Proche-Orient sont les mêmes qui ont achevé en Europe. Ça fait 40 ans qu'ils font de la casse sociale. Ils ont cassé 200 ans de lutte des Européens pour avoir des acquis sociaux. Finalmente todos tenemos el mismo enemigo, nos estamos enfrentando al mismo enemigo. Los que ahora quieren destruir Palestina son los mismos que llevan años intentando destruir 200 años de lucha occidental por los derechos sociales, por el bienestar social que están desmantelando. Vous savez, moi j'ai la double nationalité, je participe à la lutte de classe en France et je sais ce que est devenu tous les acquis sociaux en France. Il n'y a plus de démocratie. Aujourd'hui, à chaque fois que les gens luttent dans la rue, on les opprime. C'est devenu l'État, il est devenu un État répressif. Pour aller dans l'hôpital, dans les urgences, il faut attendre 8 heures. Les écoles, ils ont été aussi, l'école publique qui était le fief de la République, ils les ont cassés. Ils cassent la retraite, tous les acquis sociaux des gens. Ils sont en train de les achever. Et pourtant, ils envoient des armes un peu partout dans le monde pour leur guerre. Leila tiene la doble nacionalidad francesa-libanesa, por lo tanto participa de las luchas sociales en Francia, la lucha de clases francesa, y es consciente, como somos todos, de qué manera la opresión se está instalando en Francia. El Estado está reprimiendo cualquier protesta, cualquier levantamiento de la gente en contra del desmantelamiento que está habiendo de hospitales, escuelas públicas, que era el orgullo del país, del sistema de pensiones, etc. Vous savez, si Gaza tombe, si le Liban tombe, ils vont se retourner contre vous. Et ici, ce qui vous attend, à mon avis, c'est la montée du fascisme. Si Gaza cae, vendrán a por nosotros, después vendrán a por el resto de la humanidad. Es decir, que lo que va a llegar es el fascismo. Gaza es un poco lo que están haciéndonos del parapeto. C'est pour ça, nous avons besoin de vous et vous avez besoin de nous. Il faut qu'on mette en avant la lutte et la solidarité internationale.
ellos tienen necesidad de nosotros y nosotros tenemos necesidad de ellos. Hay que poner la lucha internacional, la lucha por la humanidad por encima de todo. Donc le courage légendaire des gens qui se battent aujourd'hui au Proche-Orient pour leur survie contre le système impérialiste international, il ne faut pas les laisser seuls dans la bataille. No hay por tanto que dejar solos a estas personas que están luchando con una valentía inmensa a nivel personal, pero contra un sistema imperialista que es universal. Hay que sostenerlos en esa batalla. Vous savez, en quittant le Liban la semaine dernière, j'ai regardé par la fenêtre, je vais Beyrouth brûler, ma ville brûlée, et j'ai juré que ma place, c'était pas en Europe, que je veux retourner avec mon peuple, et s'il fallait mourir, il faut qu'on meure ensemble. Cuando salió de Beirut el otro día, desde el avión veía Beirut en llamas. Entonces dijo a sí misma, se prometió a sí misma que su sitio no estaba en Europa, que su sitio sería volver a Beirut y al Líbano y luchar junto a su gente. Et je profite d'être parmi vous pour rendre hommage à tous les martyrs palestiniens et libanais qui sont tombés jusqu'à maintenant parce qu'ils nous ont ouvert la voie. Merci beaucoup. Por eso Leila nos pedía, antes de vuestros aplausos, nos pedía un homenaje a los mártires libaneses y palestinos que están dando la lucha por toda la humanidad. Turno de preguntas. Yo tengo preguntas si queréis de...